Merci beaucoup Claire. Je dirais que cette table ronde, elle est déjà lancée avec à la fois l'introduction d'Isabelle Delannoy qui nous invite à penser conjointement le développement territorial et la transition écologique et d'appréhender finalement le territoire comme un métabolisme, ce qui permet d'identifier des gisements d'activités importants, et puis l'expérience, l'expérimentation de Nicolas qui montre comment finalement les collectivités territoriales peuvent coupler leur stratégie bas carbone avec des objectifs d'inclusion dans l'emploi. Donc je suis ravie d'accueillir à cette table ronde Stéphanie Lagalbaranès, la directrice générale d'un opérateur de compétences interindustrielles Lopco 2i, Sophie Thierry, qui est la présidente de la commission Travail-Emploi du Comité économique, social et environnemental, Marie-Françoise Loison, donc, qui nous vient de Normandie, qui est vice-présidente de COSEN Développement en charge de l'emploi, de la formation et de l'insertion, et enfin Laurent Delquerou, qui est le responsable du projet Résilience des territoires au sein d'un think tank qui s'appelle The Shift Project et qui essaye de peser sur l'agenda public et présidentiel en faveur d'une économie décarbonée. Et c'est par vous, Laurent, que j'ai un petit peu envie de commencer pour avoir quelques, je dirais, données de cadrage et comment cet enjeu, finalement, compétences, se retrouve à la fois au cœur des transformations de l'emploi et comment il impacte les bassins d'emploi. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Donc effectivement, le Shift Project est une association, un think tank qui vient de sortir d'ailleurs un plan de transformation de l'économie française, rien que ça, où on a fait un exercice de mise en cohérence, c'est-à-dire des besoins des populations et des activités économiques avec les objectifs climatiques et les engagements notamment de la France en matière de réduction de gaz à effet de serre, de décarbonation, de neutralité carbone. Donc, je ne développe pas, mais on a étudié secteur par secteur à quoi pourrait ressembler la mobilité décarbonée, l'habitat décarboné, enfin un peu tous les grands secteurs de l'économie française. Et on a même interrogé des centaines et des centaines de personnes sur nos propositions pour voir comment ils réagissaient, quel était le niveau d'acceptabilité face à ces énormes transformations que signifie la transition écologique et notamment la transition bas carbone. Et finalement, le premier sujet qui est ressorti, le sujet de préoccupation principale, c'est l'emploi. C'est-à-dire que, alors, ce n'est pas un sondage, mais on a quand même consulté des milliers de personnes. Et en fait, la plupart des propositions, même les plus ambitieuses, étaient jugées globalement acceptables, mais il y avait toujours ce sujet de préoccupation, à savoir mon emploi, en quoi est-ce que mon emploi risque d'être menacé. Donc, alors, je commence par ça parce que c'est quand même un élément important. Et donc, nous, dans nos travaux, on s'est intéressé évidemment et surtout à essayer de quantifier et d'apprécier en termes d'évolution des compétences les besoins en termes d'emploi qui permettraient justement à la France de basculer dans cette société bas carbone. Donc pour nous, l'emploi, je vous invite à découvrir nos travaux sur notre site ou acheter le bouquin là, qui est en train de sortir en librairie. Mais c'est vraiment un moteur de la transition écologique, de la transition bas carbone. C'est vraiment une condition de la réussite. Alors, vous m'avez demandé de donner quelques chiffres clés. Souvent, on entend dire que la transition écologique, ça permet de créer des emplois, surtout en ce moment, là, les candidats rivalisent comme ça de déclarations. Alors, c'est vrai, nous, nos calculs, nos estimations sur à peu près 45% des emplois en France. Environ 12 millions d'emplois sont concernés par les secteurs qu'on a étudiés. Et sur les secteurs les plus impactés par la transition post-carbone, on explique
on estime qu'on va gagner environ 300 000 emplois. Mais en fait, ce résultat net, il ne dit pas grand-chose parce que dans le même temps, on estime que dans les secteurs qu'on a étudiés, on va perdre 800 000 emplois d'un côté pour en gagner 1,1 million de l'autre. Donc, on voit bien qu'il faut vraiment regarder secteur par secteur et au sein des secteurs à quel point la transition écologique, la transition bas carbone, la décarbonation de l'économie va être quand même un bouleversement très, très, très important. Alors, quelques chiffres. Je rejoins d'ailleurs les propos qui ont été dits par Isabelle à l'instant. Le secteur qui, pour nous, une fois décarboné, ou plutôt qui nécessite pour le décarboner le plus de main-d'œuvre et d'emplois créés, c'est clairement l'agriculture. On estime qu'une décarbonation de l'agriculture à l'horizon 2050 est susceptible de créer net 450 000 emplois. Je pourrais les détailler, mais tout simplement parce qu'une agriculture dans la transition écologique, c'est une agriculture effectivement où on a évolué vers l'agroécologie, où on utilise moins de machines, moins d'engrais azotés, où les circuits sont plus courts, etc., etc. Un autre secteur dont on entend souvent parler, c'est le logement. On vient d'entendre parler de la rénovation. C'est vrai que la rénovation va créer énormément d'emplois, potentiellement créer énormément d'emplois. Nous, on estime qu'elle peut en créer environ 100 000 emplois. Mais par contre, euh, l'évolution du secteur du logement dans la transition basse carbone, c'est rénover plus, mais c'est aussi construire moins. C'est donc réduire assez fortement la construction de logements neufs. Et cette réduction de la construction de logements neufs fait plus que compenser les gains sur la rénovation. Et donc, on estime qu'au final, le secteur du logement risque de perdre environ 90 000 emplois. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais bon, sans surprise, le secteur de l'automobile, dans une transition bas carbone, perd plus de 300 000 emplois. Tandis que le développement du vélo, en amont et en aval de la filière vélo, est capable de créer plus de 230 000 emplois. On pourrait multiplier comme ça le fret avec les centaines de milliers d'emplois perdus dans la route et à peu près autant gagnés sur le fret ferroviaire ou fluvial. Donc on voit bien que il ne s'agit pas simplement de regarder les résultats nets en termes de bénéfices de la transition, qui peuvent être réels. On voit bien qu'entre les secteurs ou au sein d'un même secteur, il peut y avoir des métiers qui vont disparaître et énormément d'autres qui vont se créer, et que, évidemment, les choses vont se faire plus ou moins difficilement, plus ou moins au même endroit, et donc c'est un vrai sujet. On a étudié, juste un mot sur les secteurs qui sont moins directement impactés, donc qui vont moins évoluer en termes de quantité d'emplois, mais qui pour autant, les métiers, les compétences vont devoir énormément évoluer. On a étudié par exemple le secteur de l'administration publique, de la santé ou de la culture. Donc ça représente environ 8 millions d'emplois. Donc on n'a pas estimé qu'on allait gagner ou perdre d'ici 30 ans énormément d'emplois. Par contre, la nature même de ces emplois va beaucoup évoluer. La santé dans le domaine de la santé, liés à la prévention, vont être beaucoup plus importants, tandis que ceux liés à la fabrication ou l'approvisionnement lointain de médicaments vont diminuer. Sur la culture, par exemple, on estime qu'on va moins être sur des événements avec des jauges maximales, mais plutôt sur des petits événements avec des jauges réduites. Tout ça, c'est pour, encore une fois, tenir notre trajectoire de décarbonation, de transition post-carbone. Alors, sur les territoires, vous m'avez interrogé aussi sur les territoires. Quand on pense à l'impact de la transition sur les territoires, on pense tout de suite aux activités les plus carbonées, les plus dépendantes. Donc, on va penser à l'automobile et l'aviation. Donc là, on sait qu'il y a quand même beaucoup de territoires en France qui ont une part d'emploi dans ces secteurs-là très importante, que ce soit le Grand Est, que ce soit le sud-ouest de la France, l'Occitanie.
On pense aussi aux ports industriels. Si on regarde la carte des émissions de gaz à effet de serre, on va voir que presque la moitié des émissions venant des entreprises provient de Dunkerque et de Fos-sur-Mer. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que dans ces ports industriels, on y trouve la production de ciment, d'acier, d'hydrocarbures, hein, c'est là que sont les raffineries. Et donc, forcément, ces territoires sont en première ligne. Et d'ailleurs, souvent, les industries concernées sont très, très engagées déjà dans la transformation de leur process, dans l'accompagnement de leur transformation d'emploi. Il y a aussi la vallée du Rhône, bien sûr, qui a un tissu industriel très important qui va être très, très fortement impacté. Mais ce que je voudrais dire surtout, Merci, Laurent. avant de vous laisser la parole, c'est que oui, c'est tous les territoires qui sont concernés par cette transition post-carbone, puisque en fait, tous les territoires dépendent de mobilité carbonée, notamment de la voiture ou d'un approvisionnement nécessitant des énergies fossiles. Et donc, il est difficile de limiter l'impact de cette transformation sur l'emploi à seulement quelques territoires. Merci Laurent pour ce premier éclairage. On reviendra à vous un petit peu plus tard dans la table ronde. Du coup, j'ai envie de vous demander, Sophie, puisque même si vous n'étiez pas encore arrivée à vos fonctions au CESE, mais le CESE avait produit en 2015 ou en 2016, je ne sais plus, un rapport sur l'emploi dans la transition l'emploi dans la transition écologique. Du coup, au regard de ce que nous dit Laurent, comment vous revoyez ce rapport sur l'emploi dans la transition écologique et comment vous le regarderiez aujourd'hui, y compris dans ses recommandations pour les territoires? Votre question, elle ne peut pas être plus d'actualité parce qu'on vient justement dans la commission travail-emploi de se dire que cette année, nous devrions procéder à l'actualisation, c'est ce qui s'appelle dans notre jargon un avis de suite, l'actualisation de cet avis que nous avions rendu en 2015 sur l'emploi dans la transition écologique. Moi, je voudrais insister. Vous m'entendez bien? Très bien, Sophie. Oui, d'accord. Et donc, je voulais insister sur, pas insister, mais rebondir sur ce que vient de dire le Shift Project, parce que dès 2015, en fait, une des principales recommandations, c'était justement de faire un travail de prospective et un travail de planification. C'est-à-dire une recommandation qui est revenue dans un avis qu'on a rendu l'année dernière sur les reconversions professionnelles. Et c'est encore quelque chose qui vient d'être redit dans un avis que nous venons de rendre sur les métiers en tension. C'est-à-dire que cet appel à la planification, comme vient de le faire le Shift Project, est juste essentiel parce que là, on vient de nous présenter une évolution avec voilà comment ça va se passer sur les emplois dans différents secteurs. C'est selon un certain type de scénario. Et c'est super que le Shift nous éclaire avec un certain type de scénario. Bon, il y a une étude aussi qui a été faite par la Fondation Nicolas Hulot, la CFDT et Syndex sur la filière de l'automobile, en disant voilà ce qui peut se passer en termes d'emploi dans le cadre de la filière automobile et avec le passage évidemment du thermique à l'électrique. Et on voit bien qu'il peut y avoir plusieurs choix possibles. On peut faire le choix de continuer comme maintenant et puis on verra bien ce qui se passera. Et ça risque d'être violent. Les impacts, ils risquent d'être violents. Oui, il risque d'avoir des licenciements massifs, pas préparés, pas anticipés, et ça peut être très violent. Ou on peut être dans une dynamique de soutien à l'activité actuelle et de passage progressif aux secteurs qui prennent le relais. C'est un petit peu le plan de relance. Et dans l'étude pilotée par Syndex, on voit que de toute façon, ça se traduira par des destructions d'emplois. Ou bien on peut avoir des scénarios qui osent plus, beaucoup plus engageants, en disant le sujet, ce ne sera pas seulement de passer, je caricature un peu mon propos, hein, mais c'est pour la force de l'exemple, ça ne sera pas simplement de passer des voitures thermiques aux voitures électriques, c'est aussi de relocaliser un certain nombre d'industries, c'est aussi de repenser une écomobilité générale et la place de la voiture individuelle et de la personne seule dans sa voiture par rapport à d'autres modes de transport. Et c'est en faisant tout ça qu'on peut avoir un scénario, en tout cas dans les travaux dont je fais référence, qui à la fois, pour reprendre le propos introductif je crois que c'était Isabelle Delannoy, à la fois permettront de créer de l'emploi et de faire une société moins carbonée.
Donc oui, c'est possible d'avoir des solutions de ce type-là, mais elles ne vont pas arriver par hasard. Et elles ne vont pas arriver juste par un simple transfert d'emploi sur l'autre. Ça veut dire qu'il faut voir. Il faut voir loin, il faut faire la prospective, il faut regarder en face les choses. Oui, à tel endroit, il va y avoir des destructions d'emplois. Oui, il va y avoir des gens sur le carreau. Oui, la transformation, elle va faire mal dans certains secteurs. On le voit, on le regarde en face et on regarde comment on peut y répondre avec différents scénarios. Et les scénarios, on les choisit ensemble. Et on s'organise pour les faire. Et pour rebondir sur les territoires, là où je trouve que c'est très, très important ce colloque et les prises de parole, c'est quand on est au niveau national, une fois qu'on a le rapport de Shift Project ou le rapport de Syndex ou d'autres rapports, eh bien, on va avoir, et le CESE a eu un peu cette tendance-là pendant longtemps, à faire des recommandations en disant, par branche, dans les secteurs professionnels, il faut que vous repensiez la politique de formation, une politique plus attractive, etc. Mais sauf que le sujet, il va être beaucoup, les chocs sont tellement importants, les chocs qui nous attendent du fait du changement climatique et de l'obligation de repenser complètement notre société, notre mode de vie, ça va être tellement important que ce n'est pas intrasecteur qu'il va falloir agir, c'est intersecteur. C'est effectivement, l'agroalimentaire va avoir besoin beaucoup de bras et l'automobile, ça va être une réduction importante. Or, au niveau national, c'est très difficile d'organiser ce débat intersectoriel. Alors, le shift l'a fait par grand domaine d'activité. Nous, ce qu'on a demandé, c'est ce qu'on demandait déjà dans nos précédents avis et qu'on vient de redire là sur les métiers en tension, c'est qu'on voudrait bien que France Stratégie, par exemple, se saisisse de ces sujets-là pour une appropriation par les acteurs politiques de ces sujets. Mais en attendant, là où on le voit et on l'a vu sur reconversion professionnelle, et peut-être qu'on aura des exemples OPCO où il se passe des choses au niveau national. Ouais, on va passer la parole à Stéphanie. C'est dans les territoires que l'interprofessionnel peut vraiment se faire. Merci Sophie. Du coup, vous faites une très belle transition pour Stéphanie, qui dirige un opérateur de compétences interindustrielles. Stéphanie, sans plus attendre, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à cette table ronde sur des sujets effectivement de très forte actualité, en tout cas pour l'industrie. Donc, en deux mots, OPCO2I, c'est un opérateur de compétences qui est né de la loi Avenir Professionnel de 2018 et qui réorganise les anciens OPCA sur des filières économiques cohérentes, donc l'industrie, l'interindustrie en l'occurrence pour OPCO2I, et sur des missions à la fois d'intérêt général en appui aux branches professionnelles de l'industrie, sur des thématiques d'attractivité des métiers, on en a parlé, on en reparlera peut-être, de certification ou de prospective, et puis bien sûr d'accompagner les entreprises en proximité dans les territoires pour les aider à trouver les solutions à leurs problématiques compétences. Voilà, donc on a un ADN territoire très marqué dans les OPCO en général et chez OPCO2I en particulier. Donc c'est près de 60 000 entreprises, 88% de moins de 50. Il y a un tissu de petites entreprises dans l'industrie qui est très marqué, là encore pour souligner le rôle de l'action dans les territoires. C'est 2,6 millions salariés et c'est 31 branches professionnelles. On fait l'écart entre des savoir-faire de haute technologie et des savoir-faire presque artisanaux dans certains secteurs industriels. Je pense à la maroquinerie, à la bijouterie, etc. Alors, pour en venir au sujet, l'impact écologique sur l'industrie, il est évidemment très fort. Je vais pas redire ce qui a été dit, mais c'est certain que les entreprises ont placé au cœur de leur stratégie de mutation l'enjeu compétences. Et on sent un phénomène qui pousse à ça, voire qui accélère cette stratégie. C'est un triptyque qu'on peut résumer autour de la réglementation. Et on peut donner l'exemple de l'ameublement qui, à partir d'une norme NF ameublement environnement, a impulsé une série d'actions autour de l'écologie ou de la chimie avec sa feuille de route de décarbonation. Le deuxième point du triptyque, c'est celui des besoins de consommation qui sont confirmés, notamment auprès des publics jeunes. On a de fortes attentes et de fortes exigences des consommateurs aujourd'hui sur cette dimension écologique.
Et puis enfin, pour l'industrie, parce que ce que je viens de dire concerne à peu près tous les secteurs d'activité, mais pour l'industrie, on a également dans ce triptyque les tensions sur les recrutements et sur les compétences. L'INSEE vient de nous sortir une note de conjoncture début février, vous l'avez peut-être vu, qui indique que l'industrie, malheureusement, est en première place des secteurs économiques qui souffrent de tensions sur les recrutements, puisque ça concerne 61% des entreprises, là où on en a 30 en moyenne sur une longue période, et on n'a pas retrouvé un niveau de plein emploi par rapport à l'avant-crise. Donc, on a cette situation, et sur les 31 branches que j'évoquais qui composent OPCO2I, il n'y a pas une branche qui ne nous a pas déjà sollicité pour les problématiques de promotion et d'attractivité de ces métiers. Donc, on a ce triptyque qui met un coup d'accélérateur sur l'enjeu compétences pour réussir la transition écologique. En termes de besoins de compétences, on a à la fois un impact, ça a été dit tout à l'heure, sur des process et des méthodes de travail, mais qui sont inhérents à l'industrie, puisqu'on est toujours poussé par des modifications technologiques à peu près tous les 3, 4, 5 ans. Donc, ça fait partie du métier de l'industrie que d'innover et d'adapter des technologies. Donc, l'écologie en fait partie, et on va avoir des besoins, je dirais, classiques, des besoins de formation qui vont devoir s'adapter à ces enjeux-là. Ils sont importants néanmoins. On a parlé du digital, il y a tous ces enjeux de compétences. Et puis, on va avoir aussi des créations de métiers et de compétences nouvelles, dans l'aéro, par exemple, autour de l'utilisation du fioul de synthèse et puis ensuite de l'hydrogène, ou dans l'auto, dont on a parlé aussi beaucoup à l'instant, autour de l'enjeu des batteries électriques. Donc, parfois, c'est des mutations complètes de sites industriels, des créations de sites industriels, ou des mutations aussi vers l'économie circulaire, si je reprends l'exemple de l'automobile, autour des thématiques de mobilité durable et de gestion des véhicules d'occasion. Donc, voilà tous les pans de compétences engendrés par cet impact écologique, soit en rythme classique de l'évolution de l'industrie, soit en création et en besoin de compétences nouvelles. Ce que fait l'OPCO2I pour préparer cet enjeu, c'est une action à plusieurs niveaux qui conjugue à la fois le besoin qui a été souligné par l'intervention précédente de faire de la prospective, et de la prospective à maille large, interindustrielle et sur des échéances moyen terme. On sait que des projets industriels, par exemple les batteries, ça nous mène à échéance 2025. Donc, on est sur des échéances de cette nature-là. Donc, de la prospective et puis de l'action à maille très, très bassin d'emploi. On est vraiment sur une maille de proximité très forte. Donc, pour le premier niveau, le niveau macro, les branches industrielles ont investi au sein d'OPCO2I la création de l'Observatoire Compétences Industrie, en ayant décidé très vite de surfer, je dirais, sur la valeur ajoutée des OPCO, de mutualiser les enjeux transverses au secteur de l'industrie, et de mutualiser les efforts et les moyens et les réflexions de la prospective, en l'occurrence sur le sujet qui nous concerne, puisqu'il y a une grande étude qui est menée, qui est en cours, et dont les résultats seront publiés au mois de mai. Il faut se doter d'analyses prospectives sérieuses pour ancrer les plans d'action. Donc ensuite, et d'ailleurs, si je reprends l'exemple de la prospective et des diagnostics, si je prends l'exemple des diagnostics, on a travaillé sur les diagnostics Covid par filière industrielle et au niveau d'un bassin d'emploi pour pouvoir guider l'action de proximité. C'est-à-dire qu'un conseiller qui va voir une entreprise est capable de lui dire « vous êtes dans tel bassin d'emploi qui a telle caractéristique socio-économique, vous êtes sur telle filière industrielle, on sait que la crise va vous impacter de telle et telle façon. Donc, voilà comment on peut vous accompagner. » La force de la prospective et du diagnostic macro appliqué à la maille territoriale pour un conseil le plus adapté et le plus pertinent possible. Ce diagnostic, on est capable de le décliner auprès de l'entreprise. Une entreprise, on est capable de lui proposer un diagnostic GPEC
Et ça a été très important et ça reste important dans le contexte de crise pour redonner aussi de la confiance à un chef d'entreprise, pour l'aider à envisager la reprise, voir son rebond industriel et l'intégration de nouvelles compétences. Je pense aussi à l'insertion des jeunes quand je dis cela. Et dernière expérience, je suis vraiment dans ma logique d'entonnoir. Je peux parler effectivement d'initiatives Pass Industrie qu'on a menée dès 2019 avec cette obsession d'être à la fois sur le bassin industriel et sur la logique de mise en dynamique de tous les acteurs concernés autour d'une problématique emploi-formation. Donc, cette initiative qui date de 2019, il n'y a pas un modèle, puisque sur un territoire, il n'y a pas une problématique commune. Dans les grandes lignes, oui, mais dans les détails, non. Et il n'y a jamais les mêmes acteurs locaux en capacité de se coordonner pour trouver les meilleures solutions possibles. Donc, on a les besoins des entreprises, ça part de l'analyse des besoins des entreprises. Et quand on creuse sur un bassin, on se rend compte que quelquefois, elles ont les mêmes besoins, par manque de coordination, elles vont se cannibaliser sur leurs solutions, là où on pourrait au contraire trouver des solutions plus fortes pour tous. Deuxième axe d'action de Pass Industrie, c'est la mise en musique, je le disais, des acteurs locaux identifiés. Et il y en a beaucoup. On pourrait d'ailleurs se poser la question un peu parfois du trop d'acteurs présents autour des entreprises. Et puis enfin, la recherche de solutions innovantes à ces entreprises de ce bassin. Et le PASS, il peut être entendu à la fois au sens je suis public éloigné de l'emploi industriel, il y a un besoin sur une entreprise donnée et je vais trouver les moyens de mon insertion dans cette entreprise. Mais il peut aussi s'entendre, ça a été évoqué dans l'intervention précédente, au sens de passerelle entre industries. Et là, on accompagne des reconversions tout à fait intéressantes. Alors, on est vraiment dans une logique de dentelle, mais je pense notamment à des expériences où on a reconverti des salariés de l'automobile vers la maroquinerie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des savoir-faire finalement tout à fait transposables d'un environnement professionnel à un autre. Merci. Donc, voilà, Stéphanie. Comment ? Merci Stéphanie, c'est très riche. Je vais passer la parole à Marie-Françoise Loison, puisque là, on est sur les territoires et avec des collectivités, en l'occurrence une agglomération qui s'engage. Peut-être du coup, Marie-Françoise, à la fois nous parler d'un côté du dispositif territoire d'industrie sur un territoire qui est marqué par les industries lourdes, et l'évolution vers la décarbonisation. Et puis de l'autre, je dirais, si on sort de la logique uniquement répondre aux besoins en compétences des entreprises, mais aussi accompagner la montée en compétences des habitants, tout ce que vous faites de très intéressant en utilisant l'ESS comme un levier d'inclusion dans l'emploi. La parole est à vous, Marie-Françoise. Merci beaucoup pour votre invitation. Oui, je vais vous parler de mon territoire, qui est un territoire qui se trouve entre Rouen et Le Havre. Environ 80 000 habitants pour une cinquantaine de communes, avec la particularité d'être un bassin très industriel, surtout autour d'une plateforme pétrochimique, ExxonMobil, pour ne pas les citer, raffinage et industrie chimique, aussi présence d'industries pharmaceutiques et d'aéronautique, avec une culture territoriale d'entreprises type CVSO, avec une particularité au niveau de la formation et des compétences des salariés, qui a l'avantage d'être sur l'axe Seine et en même temps d'avoir encore du terrain disponible, qui est assez positif dans les moments actuels où il y a souvent des recherches de territoire. La difficulté qu'on a pu rencontrer, on compte 25 000 emplois, dont 6 700 qui sont des emplois industriels. Donc, en fait, un emploi sur 4 est un emploi industriel, avec comme vous le disiez, sur d'autres territoires, une difficulté de recrutement, avec une inadéquation complète entre l'offre et la demande, étant donné que les besoins des entreprises du territoire sont plutôt bac +2, voire plus, et la formation et les compétences des habitants sont plutôt bac -2,
suis un petit peu, c'est une image, mais en fait, c'est un petit peu ça. Donc, ce qui nous a poussé dans les années 2010 à lancer une GPEC territoriale pour permettre de travailler à la fois avec les entreprises, avec les secteurs du territoire et l'éducation nationale. Donc, on a réussi, grâce à cette première GPEC, à permettre la création d'un BTS en maintenance. Et on a redémarré une autre démarche de GPEC territoriale après 2019, elle plus centrée sur le secteur de l'industrie, pour permettre d'anticiper justement toutes les mutations qui se passaient sur la collectivité et dont vous nous avez parlé tout à l'heure. L'idée est d'attirer les compétences sur le territoire et d'attirer aussi les entreprises. Alors, pour répondre à l'intervenante précédente qui parlait de différents interlocuteurs, on a créé une agence de développement économique qui, elle, est l'interlocuteur unique, quelque part, à la fois pour le développement économique, mais aussi, puisqu'elle a la gestion d'une maison des compétences et de l'emploi, elle peut mettre en relation, une entreprise veut s'implanter, elle prend contact pour à la fois l'implantation territoriale, l'urbanisme, etc., mais elle a en même temps la possibilité de travailler sur le recrutement et on fait un packaging global avec tout ce qui peut faire la vie des futurs salariés. Donc ça, c'est un point, c'était pour répondre à la personne de tout à l'heure. Mais on a évidemment une opportunité qui est arrivée et qui va peut-être, je l'espère, et nous l'espérons tous, nous aider à travailler à la décarbonisation et d'aller éventuellement sur l'hydrogène vert. C'est l'arrivée d'une entreprise qui s'appelle H2V et qui a trouvé que notre territoire lui convenait. Et donc, ça nous a permis de développer à la fois son implantation, mais aussi un BTS qui a ouvert là en septembre dernier avec une coloration fluidique. Et il y a un autre volet aussi qui rejoint ce que disait la personne de tout à l'heure, c'est par rapport à notre participation à la plateforme locale de transition collective, à laquelle nous avons tout de suite adhéré, qui permet aux entreprises qui sentent qu'elles vont avoir des difficultés, donc des entreprises qui risquent bien avant le licenciement, de permettre à leurs salariés de partir en formation et d'ainsi être recrutés par une entreprise qui a des métiers en tension. Actuellement, on y participe donc depuis plus d'1 an à cette démarche. On a beaucoup d'entreprises qui sont en tension et qui ont eu des besoins, mais par contre, on se heurte au problème des entreprises qui pourraient avoir des difficultés, mais qui ne le font pas savoir. Je ne sais pas si sur les autres territoires, vous rencontrez cette même difficulté, parce que cette mesure nous avait séduite quand elle nous a été présentée, et on a tout de suite adhéré à cette mise en place. Malheureusement, on trouve que certaines entreprises ont des difficultés à s'engager dans la reconversion de leurs salariés. Voilà, est-ce que j'ai répondu à vos besoins et à vos demandes? Absolument, Marie-Françoise, merci. Je vous laisse peut-être continuer sur le deuxième volet parce que là, on était sur répondre aux besoins en compétences des entreprises, mais il y a aussi les habitants sur les territoires et qui ont besoin, en tout cas, d'être aussi accompagnés et dans leur montée en compétences de façon à les mettre en capacité de saisir les opportunités aussi qui se présentent à eux en matière de transition écologique. Et là, vous avez vous avez mis en place un dispositif Solicen, si ma mémoire est bonne. Oui, est-ce alors, que tout à fait. tu peux nous expliquer la logique? Alors, depuis de nombreuses années, le territoire soutient l'économie sociale et solidaire. En fait, on a eu l'idée,
avec les différents partenaires, de regrouper en un seul lieu, qui s'appelle donc Solicène, plusieurs entreprises de l'économie sociale et solidaire que sont la ressourcerie, une ressourcerie, je pense que tout le monde sait ce que c'est, une ressourcerie, un maraîchage bio et une légumerie, ainsi qu'un garage solidaire. L'idée a été de les mettre ensemble pour permettre de mutualiser à la fois les emplois, les compétences, puisque les personnes privées d'emploi depuis un certain temps peuvent basculer de l'un à l'autre pour justement acquérir des compétences, être en situation normale de travail, puisqu'en fait, que ce soit à la ressourcerie ou dans le garage, c'est vraiment les conditions d'une entreprise. On a fait en sorte que ce soit un bâtiment avec des outils comme si la personne était en entreprise. Donc pendant sa période d'insertion, puisque ce sont des chantiers d'insertion, pendant sa période d'insertion, la personne a exactement, si elle a passé le CACES, elle travaille sur un chariot élévateur de la même façon qu'elle serait dans une entreprise de logistique qu'il y a sur le territoire. Et on a la possibilité de faire des immersions en entreprise avec ces structures-là. Et en plus, ces trois structures participent à une autre démarche que l'on espère mettre en jeu bientôt, puisqu'on est territoire émergent pour la démarche territoire zéro chômeur de longue durée. En fait, pour synthétiser, la démarche territoire zéro chômeur de longue durée part de trois postulats disant « nul n'est inemployable »,« de l'argent, il y en a » et « du travail, il y en a ». L'idée est, au lieu de donner de l'argent à une personne qui est privée d'emploi pour rester à son domicile, cet argent est donné par l'État et les départements à une entreprise à but d'emploi et qui est chargée d'embaucher les personnes privées d'emploi durablement en CDI à temps choisi. Et donc, nous avons déposé un dossier. En fait, en France, il y a 10 territoires qui sont habilités déjà depuis 2016. Et la deuxième loi pour d'autres territoires, une cinquantaine, est passée en décembre dernier, décembre 2020, oui. Et avec un cahier des charges à répondre en juillet 2021. Et nous sommes en attente. Nous avons déposé notre dossier en novembre 2021 et nous sommes en attente. Je pense qu'il y a maintenant déjà 3 territoires habilités et on attend notre habilitation. Voilà. Merci beaucoup Marie-Françoise. Du coup, Sophie, je reviens à vous puisque vous évoquiez tout à l'heure un travail que vous aviez engagé au sein de la commission Travail et Emploi sur les reconversions professionnelles. On en a parlé un petit peu là avec Marie-Françoise Loison. Du coup, qu'est-ce qui est ressorti de ce rapport et pareil, à l'aune de ce que vous projetez de faire au sein de cette commission, comment vous voyez les choses? Je dirais que quand on a travaillé là-dessus, ça a été vraiment un moment clé où c'est concrétisé ce projet du CESE. C'est qu'on dit souvent au CESE, Conseil économique, social et environnemental, c'est pas qu'on parle parfois de sujets économiques, parfois de sujets sociétaux et parfois de sujets environnementaux, c'est qu'on ne peut plus parler d'un sujet économique sans évoquer la dimension sociale et la dimension environnementale en même temps. Et que c'est pas qu'il faut que quand on parle des sujets sociaux, il ne faut pas qu'on oublie aussi la petite couche de sujets environnementaux. Et à l'inverse, quand on parle de sujets environnementaux, c'est important de voir toujours les impacts sociaux que peuvent avoir aussi bien les analyses qu'on peut faire que les scénarios dans lesquels on se projette. Et là, quand on était sur les reconversions professionnelles, et c'était vrai aussi d'ailleurs là très récemment sur les métiers en tension, on voyait bien que le sujet de la transition écologique était prégnant dans ces sujets de reconversion professionnelle. Ce n'était pas simplement des sujets de marché ou d'évolution des appétences des jeunes générations sur tel ou tel type de métier ou même de l'impact du numérique qui a
qui a un vrai impact, hein, je ne le dénigre pas, mais on est obligé de voir à chaque fois comment les sujets environnementaux, comment la transition écologique vient changer complètement la donne. Donc, il y avait des préconisations, hein, je le redis, hein, beaucoup sur un appel à de la planification, avec des appels aux branches professionnelles, à ce qu'elles intègrent cette dimension environnementale dans les CEP, dans les contrats d'études prospectives, dans les EDEC, dans les études pour le développement de l'emploi et compétences, en disant de façon systématique l'intégrer. Mais ça ne suffit pas. C'est dans les territoires qu'il faut absolument pouvoir décliner ces grands plans stratégiques, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans les territoires qu'on arrive à faire de l'interprofessionnel, qu'on arrive à entrer par un bout du sujet qui n'est pas les grands secteurs d'activité et qui peuvent parfois d'ailleurs se faire concurrence, mais qui est bien une logique territoriale avec la limite que j'entends là, que tout le monde n'a pas forcément, toutes les entreprises n'ont pas forcément envie de dire leurs difficultés et de s'engager dans une logique d'anticipation et de voir comment elles évoluent. Il y avait des préconisations aussi, juste avant, c'était sur les bases de données économiques et sociales, vous savez, qui sont ces registres de toutes les informations économiques et sociales qui sont obligatoires dans les entreprises. Et on avait fait une préconisation que cette BDES, Banque de données économiques et sociales, devienne une BDSE, une banque de données économiques, sociales et environnementales. Et c'est-à-dire qu'il faut que dans les entreprises, et que là, pour moi, quand on est dans les entreprises, on est dans les branches, on est dans les territoires, parce que c'est concrètement là que ça se passe, cette dimension environnementale devienne un élément du dialogue social. Parce que je disais tout à l'heure, c'est important qu'il y ait de la planification, qu'il y ait une stratégie, qu'on voit clair sur l'avenir, mais il faut après se le réapproprier par les acteurs qui vont être obligés de faire des choix. Je pense que c'est important au niveau national de donner quand même des grands caps et expliquer quels sont les secteurs, comment vont s'opérer les transferts d'emplois d'un secteur vers un autre. Voilà. Et il faut accompagner les secteurs qui sont en négatif et préparer les secteurs en positif à devenir attractifs et à former les personnes. Mais très concrètement, ça, c'est les grandes politiques nationales, il faut les faire. Mais très concrètement, c'est dans les entreprises qu'il va falloir prendre ces sujets. Donc, la BDSE et la loi climat qui est maintenant a rendu obligatoire dans les conseils d'entreprise, qu'on appelle maintenant des CSE, la dimension de l'impact environnemental de toutes les décisions qui ont été prises, je pense que c'est des choses essentielles pour acculturer tous les acteurs économiques et sociaux dans les entreprises, dans les territoires, au niveau national, à cette intrication très forte des sujets. Et je le dis avec force parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est une évidence, que souvent on en parle aussi, la transition juste, tout le monde en parle. Ce qu'on voit très concrètement, c'est que cette idée de lier le social et l'environnemental, ça peut être un moteur, ouais, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de résistance. C'est beaucoup de résistance des acteurs. Et dans à l'endroit où je suis, je vois bien comment aussi, pardon, les partenaires sociaux ont un peu du mal à intégrer, à prendre à bras le corps les sujets environnementaux et comment les groupes environnementalistes ont aussi un peu du mal à intégrer les dimensions de gestion sociale de ces transitions. Et je pense qu'il faut que ces deux mondes se rencontrent au niveau national, mais dans les territoires. Et moi, je suis persuadée que c'est par les territoires que ça va se faire, parce que là, l'entrée, elle est très directe. Enfin, il s'agit de sauver des emplois ou de permettre à un territoire d'être attractif. Donc, je pense que les territoires ont un rôle majeur à jouer dans et les acteurs du territoire, hein, les entreprises compris, ont un rôle majeur à jouer dans cette intrication entre social et environnemental. Bien, merci beaucoup Sophie. Alors c'est toujours frustrant et on crée de la frustration, donc je vais en créer en vous laissant chacun une minute de conclusion. Je vais commencer par Laurent parce que l'appel au dialogue social, quelque part aussi territorial, hein, Sophie, nécessite aussi que les territoires sachent penser, agir autrement. Donc voilà, une réaction, une phrase clé, éventuellement une proposition phare à porter pour faire de nos territoires
territoires des véritables leviers d'inclusion dans l'emploi de la transition écologique? Oui, merci. Ben alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, Sophie a insisté sur la place des territoires. Voilà, Une minute, hein, Laurent, hein? Oui, une minute. Donc, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, les collectivités, elles ont un levier important avec la commande publique. Elles peuvent influencer, je ne reviens pas là-dessus, il peut y avoir des clauses sociales, des clauses environnementales, et elles peuvent faciliter un certain type d'économie et de transformation de l'économie. Moi, j'ai plutôt envie de donner un autre type de propositions, c'est qu'on a parlé on n'a pas beaucoup parlé là dans cette table ronde de l'importance de l'attractivité des métiers de la transition. On en a un petit peu parlé, mais pas énormément. Et il me semble que les emplois de 2050, les travailleurs de 2050, soit ils sont pas nés, soit ils sont encore à l'école là, et encore pour longtemps. Donc les collectivités, à travers l'école, à travers le périscolaire, pour laquelle elles ont des compétences, peuvent peut-être aider à transformer les imaginaires. Il ne suffit pas de dire qu'il faut des centaines de milliers d'emplois dans l'agriculture pour qu'elle se transforme. Encore faut-il rendre l'agriculture attractive. Donc, il me semble que là, il y a une piste, faire aimer les métiers de la transition à travers l'école, à travers peut-être des activités autour de l'agriculture, de la forêt, de l'alimentation, de la valorisation du patrimoine local, des mobilités douces. Bref, il y a tout un champ comme ça d'activités susceptibles d'accompagner comme ça la scolarité et la jeunesse pour rendre ces métiers de la transition attractifs. Et ça, il me semble que ça peut être aussi à la portée, ou en tout cas dans les leviers que peuvent actionner les territoires, et notamment les collectivités territoriales, qu'elles soient communales, départementales ou régionales. Merci Laurent, c'est quelque part un appel à une grande école de la transition écologique, puisqu'on a déjà celle du numérique. Stéphanie, un mot pour conclure, s'il vous plaît. Oui, moi je pense que il faut effectivement travailler à gagner la confiance des entreprises pour prendre ce virage de la transition écologique et faire de la pédagogie, notamment aux plus petites. Hein. Je redis qu'on a un tissu de petites entreprises très, 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 très fort au niveau industriel dans l'ensemble des territoires et que ça, c'est bien le rôle des conseillers d'Opco2i. Ils ont déjà la confiance des entreprises. En 2020, à travers une convention Relance Industrie qu'on a signée avec l'État, le ministère du Travail, on a accompagné plus de 8000 entreprises sur des sujets pour moitié de parcours d'accompagnement des mutations, dont la transition écologique. Donc, mon mot de conclusion, c'est capitalisons et poursuivons cet effort avec la coordination des initiatives. On le voit, il y a beaucoup de choses qui se passent, je le redis, et je pense qu'on gagnerait en lisibilité et en coordination des initiatives. Et enfin, je rejoins mon collègue précédent sur l'investissement jeunesse. Alors nous, c'est en réponse à une problématique directe d'attractivité des métiers. On a besoin de travailler très tôt la culture et l'intérêt et la curiosité des jeunes pour l'industrie. Merci. Marie-Françoise? Oui, mais moi, je pense que l'essentiel, c'est de simplifier et de clarifier les choses. Parce que ce soit un jeune ou un moins jeune, c'est tellement compliqué quand on veut faire quelque chose, quand on veut se renseigner. Alors nous, on a créé, c'est vrai, la maison des compétences où il y a un centre de ressources, où on essaye d'avoir trouvé des réponses quand un jeune ou un moins jeune vient dans la structure. Mais c'est toujours tellement, chaque dossier est tellement... il y a toujours énormément d'interlocuteurs et moi je pense qu'on est dans une époque où on a besoin de simplifier les choses, d'avoir une lisibilité plus grande pour que le message passe clairement et que sinon c'est obscurci par un tas de démarches à faire ou autres. Voilà. Et merci pour ce colloque qui était très intéressant. Merci beaucoup. Sophie, un dernier mot peut-être? Oui, moi, en rebond à ce qui était dit, je pense qu'effectivement, il faut soutenir les actions dans les territoires
la simplification. C'est tout simplement, ça peut être la création d'un interlocuteur unique, hein, dans tous les avis qu'on fait du CESE, à chaque fois qu'on interroge et qu'on auditionne des acteurs locaux à un moment ou à un autre, face à la multiplicité des dispositifs nationaux qui existent, il faut qu'on s'organise sur un interlocuteur unique. Donc voilà, simplifions au niveau national et soutenons les actions dans les territoires. Et je ne peux pas m'empêcher de dire aussi que c'est très important dans l'attractivité des métiers nouveaux ou des métiers qui sont en train de changer. Très bien, ça va donner du sens et on voit que le sens du métier devient un élément important pour les jeunes générations, même si ça l'a toujours été aussi pour les plus anciennes, mais ça devient encore plus fort. Mais il faudra veiller aussi à la qualité des métiers. Voilà, c'est que ça va avec le sens. Voilà. Merci beaucoup. Et un grand merci aussi à tous les quatre pour la qualité de ces échanges et je rends la parole à notre animateur, autrice.